Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing où il est 9h du matin. Commençons cette édition par la visite en Malaisie du Premier ministre chinois Li Keqiang. C'est lundi que le chef du gouvernement chinois a été accueilli par son homologue malaisien Najib Razak dans la capitale administrative Putrajaya. Les deux hommes ont participé à des pourparlers et assisté à la signature d'accords de coopération. Li Keqiang a également rencontré des chefs d'entreprise de Malaisie, leur demandant de nouvelles contributions pour des liens plus étroits. Le Premier ministre chinois a déclaré que Beijing allait acheter davantage d'obligations d'État et qu'il accordera au pays un quota d'investissement. Avec le vice-premier ministre de Malaisie, Li Keqiang était présent au forum économique de haut niveau Chine-Malaisie. À cette occasion, il a prononcé un discours dans lequel il estime que la Chine a maintenu de bonnes relations et une bonne communication avec la Malaisie. Il a d'ailleurs réitéré la volonté chinoise d'accentuer l'ouverture et d'intensifier les liens avec ce pays. Dans le cadre du programme des investisseurs institutionnels étrangers admissibles en renminbi, la Chine a décidé d'accorder un quota de 50 milliards de yuan à la Malaisie. La partie chinoise est également prête à investir dans les obligations d'État de Malaisie, en accord avec les principes du marché. Par ailleurs, les banques chinoises sont disposées à proposer en Malaisie des obligations en renminbi. De part et d'autre, les banques peuvent développer la politique de communication et accroître l'utilisation des devises locales dans notre commerce bilatéral et la coopération d'investissement. La Chine et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ont conclu un accord à Kuala Lumpur pour améliorer leur zone de libre-échange et développer la coopération dans le commerce et l'économie. Durant les négociations Chine-ASEAN, un accord a été signé pour améliorer l'accord de libre-échange au centre de convention de Kuala Lumpur et en présence du Premier ministre chinois et des dirigeants des 10 membres de l'ASEAN. L'amélioration de l'accord de libre-échange, la première de la Chine avec des partenaires commerciaux étrangers, a été conclue après seulement 4 séries de discussions qui ont officiellement commencé en août 2014. Couvrant une grande étendue de domaines comme les biens, les services, l'investissement et la coopération économique et technologique, l'amélioration aidera à réaliser l'objectif de renforcer le commerce bilatéral à 1000 milliards de dollars d'ici 2020. Cela mettra en avant les négociations sur le partenariat économique complet régional et la zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique. La Chine fournira 3,6 milliards de yuan d'aide gratuite aux membres les moins développés de l'ASEAN l'an prochain et mettra en place le deuxième versement du prêt pour l'infrastructure Chine-ASEAN d'une valeur de 10 milliards de dollars. La Chine propose que les institutions financières établissent une association de coopération financière asiatique pour renforcer la communication parmi les institutions financières régionales et l'intégration des ressources financières. Durant les rencontres entre le Premier ministre Li Keqiang et les dirigeants de l'ASEAN, les deux côtés se sont mis d'accord sur un plan d'action pour les 5 prochaines années pour le partenariat stratégique Chine-ASEAN. Les rencontres de cette fois entre la Chine et les dirigeants de l'ASEAN sont parvenues à d'abondants résultats. Elles ont adopté le plan d'action pour la mise en application de la déclaration commune sur le partenariat stratégique ASEAN-Chine pour la paix et la prospérité de 2016 à 2020. Le document inclut plus de 300 mesures coopératives, couvrant la sécurité politique, l'économie, l'humanité sociale et la coopération sous-régionale. C'est un plan global pour la coopération entre les deux côtés et un important soutien pour la construction de la communauté de l'ASEAN. La Chine est actuellement le plus grand partenaire commercial de l'ASEAN et l'ASEAN est le 3e plus grand partenaire commercial de la Chine. Grâce à l'accord de libre-échange qui a pris effet en 2010, le commerce bilatéral Chine-ASEAN a été multiplié par presque 9, de 55 milliards de dollars en 2002 à plus de 480 milliards en 2014. La police belge a arrêté 16 personnes durant une opération menée dimanche dernier. Cela fait suite aux attentats du 13 novembre dernier à Paris où 132 personnes ont été tuées. Selon le procureur fédéral de Belgique, la police n'a pas encore trouvé l'homme qui est suspecté d'avoir joué un rôle clé en France. Le bureau du procureur fédéral de Belgique et le juge d'instruction de Bruxelles, spécialisés dans les affaires terroristes, ont ordonné au total 19 perquisitions dans la région de Bruxelles. Au total, 16 personnes ont été arrêtées. Le juge d'instruction décidera demain de leur probable mise en détention. Jusqu'à maintenant, aucune arme à feu et aucune charge explosive n'ont été retrouvées. Salah Abdel Salam ne figure pas parmi les personnes arrêtées.
Le procureur a également indiqué que durant les raids menés dans la région bruxelloise dimanche dernier, la police avait ouvert le feu sur un véhicule, sans avoir la certitude si les individus à bord étaient liés ou non aux personnes recherchées. Dimanche dernier, le Premier ministre belge Charles Michel a annoncé que l'état d'urgence se poursuivait encore dans la capitale. Les personnes souhaitant se rendre sur leur lieu de travail ce lundi devront s'armer de patience face au retard prévu en raison de la fermeture de nombreuses lignes de transport en commun. Certaines entreprises ont déjà fait savoir qu'elles laisseraient leur personnel travailler depuis leur domicile. Le Premier ministre britannique David Cameron a déclaré à Paris qu'il est convaincu que le Royaume-Uni devra mener des frappes aériennes militaires aux côtés de la France et des autres partenaires présents sur le théâtre syrien pour vaincre définitivement le groupe État islamique. Lors d'une conférence de presse commune avec le président français François Hollande, Cameron a déclaré qu'il permettra à la France d'utiliser la base aérienne britannique de Chypre, ainsi qu'une assistance lors des opérations de ravitaillement en vol. Cameron a par ailleurs fait savoir qu'il présentera à la fin de cette semaine au Parlement britannique un plan stratégique détaillé pour vaincre l'État islamique. Le Premier ministre britannique est convaincu que le Parlement se prononcera en faveur du lancement des frappes aériennes contre l'État islamique, après les attentats qui ont frappé le cœur de Paris et qui ont tué 130 personnes. Il a par ailleurs déclaré que le Royaume-Uni allait accentuer ses efforts pour partager ses renseignements avec la France et les autres partenaires européens. François Hollande a pour sa part prévu d'intensifier les frappes aériennes contre les positions de l'État islamique en Syrie. Le porte-avions français Charles de Gaulle est opérationnel depuis lundi. Nous faisons face tous ensemble à une menace et nous devons partager les informations et les renseignements pour mieux nous protéger contre ces terroristes. Le Royaume-Uni et la France travaillent déjà dans cette direction. Mais aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord pour mieux coordonner nos efforts et travailler plus étroitement avec nos voisins européens. Mais nous sommes convaincus que nous devons continuer à frapper Daesh en Syrie. Nous allons intensifier nos frappes. Nous allons choisir des cibles qui feront le plus de dégâts possible à cette armée terroriste. Et notre porte-avions, qui va bientôt arriver sur zone, a été clairement mandaté pour frapper et frapper dur contre Daesh. Au Mali, un troisième groupe terroriste a revendiqué la responsabilité de la prise d'otage de vendredi dernier dans un hôtel de la capitale Bamako. Le Front de libération du Massina, qui avait été accusé d'avoir perpétré les précédentes attaques dans le sud du Mali, a revendiqué dimanche dernier l'attaque. Al-Mourabitoun et AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ont également revendiqué la responsabilité de l'attaque. Les enquêteurs affirment suivre plusieurs pistes après la prise d'otage de l'hôtel Radisson Blu qui a fait 19 morts. La France a dépêché une équipe d'enquêteurs pour aider le Mali dans son enquête. En Syrie, le conflit entre les forces de Bachar el-Assad et la coalition menée par les États-Unis est devenu une bataille complexe impliquant plusieurs acteurs très différents les uns des autres. La guerre a fait jusqu'à maintenant plus de 250 000 victimes. La tension est actuellement concentrée sur les combats contre les djihadistes du groupe État islamique. La menace de cette organisation s'est étendue à l'Europe depuis les attaques terroristes de Paris il y a 10 jours. Pour la Russie, protéger Assad et confronter le groupe État islamique est devenu plus important puisque ces militants ont fait exploser un avion de ligne russe dans la péninsule du Sinaï en Égypte le 31 octobre, tuant les 224 personnes à bord. La Russie avait, un mois auparavant, lancé une vague d'attaques aériennes. La secte alaouite d'Assad est une branche de l'islam chiite et a des liens étroits avec l'Iran. La Russie et l'Iran ont continué à soutenir le gouvernement Assad. Dans une interview avec la chaîne de télévision chinoise Phoenix le 9 novembre, Bachar el-Assad a déclaré que peu importe le système politique qui sera en place en Syrie dans l'avenir, il devra être laïque.
Si vous voulez parler de l'avenir de la Syrie, c'est principalement le système politique, le parlementarisme, un système présidentiel, semi-présidentiel, fédéral, confédéral, etc. Mais la chose la plus importante pour nous et pour moi est que la Constitution et que tout le système et le pays en général devraient être laïques. Laïque ne signifie pas contre la religion, la sécularité signifie la liberté de religion. Le système qui peut inclure chaque religion, chaque fidèle, chaque secte, chaque ethnie sous un seul parapluie, c'est le parapluie syrien. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous enchaînons avec de l'actualité en Chine. Le Conseil des affaires d'État de la Chine a émis une directive sur le développement lié à la consommation. Cette directive met l'accent sur la réforme des approvisionnements pour mieux satisfaire les besoins du public et accélérer l'échelle industrielle. Cette ligne directive souligne le rôle décisif du marché de l'allocation des ressources. Les services, l'information, les produits verts et les produits de mode font partie des secteurs prioritaires du document. Conformément au document, la Chine accélérera l'innovation institutionnelle, améliorera l'environnement de la consommation, augmentera les approvisionnements efficaces et optimisera les pratiques de soutien de croissance. Les mesures pratiques créeront une supervision de meilleure qualité, une protection des consommateurs et faciliteront les politiques de visa pour les visiteurs étrangers. La consommation nationale sera le moteur clé du futur développement économique de la Chine. La 26e commission conjointe Chine-États-Unis sur les échanges et le commerce a pris fin à Guangzhou. C'était le premier dialogue de haut niveau entre des représentants chinois et américains depuis la visite aux États-Unis du président chinois Xi Jinping. Les deux parties ont trouvé des accords dans les domaines des investissements bilatéraux, de l'agriculture et de la santé. Ces accords comprennent la protection de la propriété intellectuelle, la pêche, la protection animale, mais également la coopération en matière d'alimentation et la promotion des échanges et de l'investissement entre les provinces de Chine et les États américains. Nous avons fait des progrès dans chacun des domaines. La Chine a accepté de protéger les secrets commerciaux et d'ouvrir des politiques de marché pour les produits informatiques de l'industrie bancaire. De leur côté, les États-Unis ont accepté de continuer de discuter du mécanisme de communication sur le contrôle des exportations. Les États-Unis accueillent également les investissements chinois dans des projets de partenariat public-privé au sein de ces États. Les États-Unis vont aussi collaborer avec l'autorité de l'aviation chinoise pour faciliter la navigabilité entre les deux pays. L'industrie automobile chinoise a vu ses ventes de véhicules automobiles augmenter en octobre par rapport à celles de l'année dernière, alors qu'au cours de la première moitié de cette année, la production et les ventes de véhicules avaient été les plus faibles depuis 8 ans. Les constructeurs automobiles locaux ont augmenté leur part de marché grâce au boom des ventes de véhicules SUV, également appelés crossover. Cette industrie connaît ainsi de profonds changements. Les SUV ont été les vedettes du salon de l'automobile de Guangzhou qui s'est ouvert vendredi 20 novembre dans la ville du sud de la Chine. Alors que les Chinois s'enrichissent et sont souvent limités à l'achat d'un seul véhicule dans les grandes villes, les SUV constituent une perle rare sur le marché automobile. Jusqu'au mois d'octobre, les ventes de SUV ont fait un bond de 46% en glissement annuel dans un marché global qui n'a augmenté lui que de 1,5%. Environ 32 nouveaux modèles de SUV sont attendus en Chine cette année. Et bien que les prix soient serrés et la croissance affaiblie, les experts affirment qu'il reste des possibilités. Il est vrai que le marché a un peu ralenti cette année à cause de l'état de l'économie et de la crise du marché financier. Mais dans l'ensemble, le marché n'est pas vraiment arrivé à un point de saturation. C'est probablement le cas dans certaines grandes villes, mais dans la majorité des villes chinoises, il reste encore beaucoup de possibilités pour l'industrie automobile de se développer. Il reste donc des opportunités pour les ventes de SUV depuis que la Chine a abandonné la politique de l'enfant unique. Nous pouvons clairement observer que de nombreuses familles souhaitent passer d'une berline à un SUV pour sa sécurité, son confort et son intérieur spacieux. Lorsque vous avez une famille, un enfant, vous savez qu'un SUV, c'est ce qu'il vous faut. Même si vous avez 2 enfants, un SUV semble plus adapté qu'une berline. C'est donc pour cette raison que les SUV sont très populaires en Chine et que leurs ventes continuent de croître. Mais dans le futur, lorsque les gens auront leur second enfant, ils se tourneront vers les véhicules 7 places. C'est également une option dans un futur proche.
Mais l'hiver est arrivé. Les prix ont chuté de 3,4% au cours des 9 premiers mois de cette année, ce qui constitue une baisse encore plus que celle de 1,2% pour l'ensemble des véhicules de tourisme. La fragmentation du marché signifie également que les modèles les plus vendus ne font plus autant de recettes qu'avant. Les 10 modèles de SUV les plus vendus en Chine ne représentaient que 34% du marché en septembre, contre 64% en 2010. Les ventes de nouveaux SUV auront très probablement du mal à égaler les marges de profit généreuses accumulées ces dernières années. Alors que le marché immobilier chinois continue de se tasser, le marché de la capitale chinoise a connu une hausse soudaine du niveau des transactions au cours de la deuxième moitié de l'année. Cette année, le volume total des ventes de terrains à Beijing devrait dépasser celui de l'an dernier pour battre un nouveau record. Certains experts voient dans cette hausse inattendue un regain de confiance chez les investisseurs. Mais d'autres experts rappellent qu'il s'agit plutôt d'une ruée soudaine des promoteurs immobiliers désirant sécuriser leur part de marché en prévision de la pénurie future de terrain dans la capitale. Les ventes de terrain à Beijing devraient franchir le seuil symbolique des 200 milliards de yuans cette année, soit plus de 31 milliards de dollars. Il s'agira alors d'un record historique enregistré dans le marché de l'immobilier de la capitale. Les statistiques montrent que les ventes mensuelles des nouvelles zones résidentielles ont quasiment augmenté de 50% au cours des 10 premiers mois de l'année 2015. Cela s'accompagne d'un nouveau record dans le prix moyen du mètre carré dans la capitale chinoise, qui a atteint 34 000 yuans au mois d'octobre dernier. Les volumes enregistrés sur le marché immobilier de Beijing sont à un niveau exceptionnel. Les ventes globales annuelles atteindront, selon toute vraisemblance, un nouveau record. Cela s'explique principalement par le fait que la demande sur le marché immobilier de la capitale a peu diminué par rapport à l'offre existante. L'offre foncière à Beijing est en constante diminution, alors que la densité à l'intérieur de la ville atteint déjà des sommets. Les promoteurs immobiliers se disputent désormais les terrains situés en périphérie de la capitale. Certaines zones s'arrachent à des prix 50% plus élevés que le niveau classique. Les experts rappellent que l'offre foncière n'atteindra pas les objectifs fixés par le gouvernement. La municipalité de Beijing prévoyait de mettre sur le marché près de 18 millions de mètres carrés cette année. Mais jusqu'à présent, on constate que seulement 12 millions de mètres carrés ont été octroyés. Ainsi, nous anticipons une forte baisse de l'offre foncière à la fin de l'année 2015. D'autres experts ont fait connaître leurs inquiétudes relatives à la ruée actuelle des promoteurs immobiliers qui tentent d'arracher les dernières parcelles de terrain disponibles dans la capitale. Et ce, alors que le niveau de stock des appartements vides à travers le pays est à son plus haut niveau. La conférence mondiale de la robotique a commencé aujourd'hui à Beijing. Plus de détails. Les chercheurs du monde entier discutent de la place des robots dans l'industrie et la société. Pendant ce temps, il y a une exposition spéciale où les visiteurs peuvent avoir un aperçu des robots industriels et de services. Le gouvernement chinois élabore un plan pour renforcer la recherche liée à la robotique dans les domaines manufacturiers clés et améliorer la capacité du pays à produire des robots de pointe de manière indépendante. 57 000 robots industriels ont été vendus en Chine l'an dernier, une augmentation de 55% sur une base annuelle. Cela représente également un quart des ventes mondiales. Le vice-président chinois Li Yuanchao s'est exprimé à la cérémonie d'ouverture de la conférence. La Chine a placé la priorité sur la manufacture digitale et robotique et c'est une partie de notre stratégie nationale. Nous voulons énormément renforcer la coopération avec d'autres pays pour améliorer la recherche et accélérer l'industrialisation de la technologie robotisée. Le Japon a joué un rôle majeur dans la recherche robotique. L'utilisation des robots est répandue à tous les aspects de la société. Le Japon est connu pour ses diverses recherches et applications de la robotique, de la fabrication au divertissement. Récemment, le gouvernement japonais a annoncé qu'il soutiendra la recherche et le développement robotique dans le cadre des stratégies innovatrices de revitalisation de l'économie. Ainsi, il espère donner un nouvel éclat à la robotique japonaise. L'application pratique d'un certain nombre de robots, on peut le voir ici, au Gateway de Tokyo, à l'aéroport de Haneda,
Ici a été introduit l'hybride assistive Lim de Cyberdine, le premier exosquelette dans le monde, une sorte d'armure robotique conçue pour détecter des signaux électriques émis par le cerveau de la personne qui la porte et permet de démultiplier la force pour aider l'humain à soulever facilement des objets lourds. Tous les jours, nous avons plusieurs navettes venant et partant de l'aéroport et les employés doivent répétitivement soulever et déplacer des bagages lourds, ce qui a pour conséquence de causer des tensions du dos. Nous espérons qu'HAL pourra réduire cette tension et améliorer leurs compétences professionnelles. Depuis 10 ans, les compagnies et institutions japonaises se concentrent sur une autre application robotique, l'utilisation de cette technologie pour les personnes âgées. Nous n'avons pas suffisamment de gens travaillant dans le secteur des services sociaux, mais nous devons tout de même fournir des soins aux personnes âgées et les aider à rester indépendantes. Nous avons pensé utiliser la robotique que le Japon a acquise au cours des années pour régler les différents problèmes que les services sociaux au Japon auront à faire face à l'avenir. Certains robots aideront physiquement les travailleurs sociaux et les autres auront des rôles différents dans les maisons de retraite. Palro est un robot compagnon conçu pour tenir de simples conversations, amuser et donner des instructions aux personnes âgées pour qu'elles fassent des exercices réguliers. Les docteurs japonais ont affirmé que Palro avait des effets thérapeutiques. Il aide les personnes affectées par la démence à interagir avec les autres et à améliorer leur niveau de communication. Beaucoup de personnes âgées s'identifient à un mignon petit compagnon, même ceux qui sont hésitants quand il s'agit de communiquer avec le personnel humain. Il est amusant, il danse, il chante et me raconte des blagues. Je m'amuse. Les experts disent que dans la prochaine décennie, l'utilisation des robots dans le secteur des services sociaux se développera rapidement. Le Ghana est l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest, mais ces dernières années, beaucoup de grandes villes du pays connaissent encore des pénuries d'eau et d'électricité. Un nombre croissant d'investisseurs chinois coopèrent actuellement avec les entreprises et les gouvernements locaux. Les investissements concernent des projets qui ont largement permis de réduire les pénuries chroniques. Jafar est un chauffeur ordinaire, il habite avec sa famille dans le district de Matina dans la capitale Accra. Il partage avec 5 autres familles cette petite cour. Les femmes de chaque foyer doivent jongler entre les tâches domestiques quotidiennes tout en s'occupant de leurs enfants et en préparant le repas. Jafar nous rappelle que la plupart des familles du district possèdent des gros bidons d'eau en raison de l'absence d'eau du robinet. L'approvisionnement quotidien en eau dépend totalement des camions-citernes. Nous rencontrions des difficultés dans l'approvisionnement d'eau et la qualité n'était vraiment pas bonne. Avec le nouveau projet, la qualité de l'eau s'est nettement améliorée et le prix n'a que très peu augmenté. Jafar nous rappelle également que les générateurs électriques sont devenus indispensables en raison des coupures électriques pouvant durer une demi-journée. Les coupures ne concernent pas un moment précis, parfois en milieu de la journée et parfois en pleine nuit. Cela évolue constamment. Afin de mettre fin à ces pénuries chroniques, le gouvernement ghanéen a œuvré dans le but d'attirer les investisseurs étrangers. Le gouvernement ghanéen et la Banque chinoise d'import-export ont fondé conjointement le projet d'extension de l'usine d'approvisionnement d'eau de Kapong. Les travaux de construction ont été confiés au groupe chinois Gejoba. Après 4 ans de construction, la première phase a été officiellement achevée en février dernier. C'est à ce jour le plus gros projet d'approvisionnement en eau de l'histoire du Ghana. Voici l'endroit d'où est prélevé l'eau de notre usine. L'eau prélevée ici est directement redirigée vers ce site de traitement, dans lequel se trouvent 4 grandes pompes. La capacité de pompage avoisine ici les 200 000 tonnes par jour. La société de conseil ABP participe également au projet. Son directeur exécutif Albert Oguiri rappelle que le projet a largement permis de diminuer les pénuries d'eau pour au moins 3 millions d'habitants de la capitale. La population attend avec impatience le début des travaux de la deuxième phase. La ville d'Accra connaît actuellement une phase d'expansion très rapide. L'approvisionnement en eau doit donc rattraper l'essor de la ville, sinon les progrès réalisés lors de la première phase ne se feront plus ressentir face à une demande en eau toujours plus forte. Nous espérons que la deuxième phase de ce projet sera achevée le plus vite possible.
Ces dernières années, on constate un nombre toujours plus important d'entreprises chinoises investissant dans des projets énergétiques au Ghana, notamment dans des unités de production de gaz naturel et d'énergie hydraulique. Sunon Asogli Power possède la plus grande usine de production de gaz combustible du pays. Il s'agit d'une co-entreprise créée par le groupe chinois Shenzhen Energy, le fonds de développement sino-africain. L'entreprise a été fondée en 2007 et a commencé son exploitation commerciale en 2010 avec une capacité énergétique totale de 200 MW. En plus de contribuer à hauteur de 15% de l'approvisionnement électrique du Ghana en 2014, le PDG Lee Xiaorai rappelle que l'entreprise a encore bien plus à offrir. Nous fournissons avant tout au Ghana l'énergie. Ensuite, nous participons à la formation des nombreux talents dans le domaine de l'énergie électrique. Nous offrons ainsi une bonne expérience dans la gestion et l'exploitation des unités de production d'électricité, car en comparaison, nos usines fournissent un approvisionnement plus stable et plus régulier. Avec la deuxième phase du projet, Sunon Asogli prévoit d'augmenter sa production électrique à hauteur de 360 MW. L'entreprise prévoit également d'investir dans d'autres projets d'énergie propre. La deuxième phase du projet de Sunon Asogli devrait être terminée au milieu de l'année prochaine. En plus de son usine électrique fonctionnant au gaz naturel, l'entreprise prévoit également, dans les 5 prochaines années, d'investir dans une usine fonctionnant au charbon et dans un projet de parc d'éoliennes. Ces projets garantiront un approvisionnement d'électricité sécurisé, stable et abordable à l'ensemble de la population ghanéenne, tout en élevant le niveau de la coopération énergétique entre la Chine et le Ghana. Je pense que cela montre la cordialité de la coopération entre le gouvernement ghanéen et le gouvernement chinois. Mais ce qui est le plus important, c'est le caractère qualitatif des investissements chinois au Ghana, ainsi que le climat propice aux investissements que nous avons ici. Sunon Asogli fait partie de ces entreprises du secteur énergétique dont nous pouvons être fiers. La croissance économique importante du Ghana nécessitera plus d'infrastructures pour garantir un bon approvisionnement en eau et en électricité. Nombre d'investisseurs chinois cherchent à relocaliser une partie de leur ligne de production et leur technologie au Ghana. Les deux parties croient que le peuple ghanéen bénéficiera dans les années non seulement de l'augmentation de la capacité de production, mais aussi d'un plus haut niveau de coopération entre les deux pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.